Pour commencer, il faut qu'on parle d'une histoire assez particulière, tirée des sources. Ah ouais? Imaginez Stephen King, tout petit, gardé par une babysitter qui s'appelle Ulla Bulla. Une femme décrite comme massive et disons assez portée sur les flatulences. C'est le moins qu'on puisse dire. De temps en temps, elle l'attrapait, le balançait sur ses genoux, lui collait son visage, enfin son postérieur au visage, et lâchait un pet en criant «Pendou». C'est une image qui s'imprime dans le cerveau, ça c'est sûr. C'est à la fois grotesque, un peu horrible, et en même temps il y a un côté presque cartoonesque. C'est ça. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est comment King l'analyse ça des années plus tard. Qu'est-ce qu'il en dit? Il dit en substance que Ulla l'a préparé à la critique littéraire. Ah bon? Ouais, une fois qu'une femme de 80 kilos vous a pété à la figure une mauvaise critique dans le journal, ça perd tout de suite de son impact. C'est incroyable de retourner un souvenir aussi bizarre en une sorte de bouclier psychologique. Et ça nous amène parfaitement au cœur de notre sujet. Absolument. On va plonger dans des extraits de son livre Écriture, mémoire d'un métier, et ce n'est pas du tout un simple manuel pour apprentis écrivains. Et non, pas du tout, c'est bien plus que ça. C'est une exploration de la manière dont la vie, La vie dans ce qu'elle a de plus étrange, de plus douloureux. et de plus drôle aussi, devient la matière première de la fiction. C'est ça le cœur du livre. Exactement. La mission qu'on se donne, c'est de comprendre comment l'homme se cache derrière les monstres. Comment ses maladies d'enfance, ses galères financières extrêmes, ou même ses addictions, n'ont pas juste inspiré quelques scènes, Non, ça va plus loin. mais ont forgé toute sa méthode, sa discipline et sa philosophie de travail. On va entrer dans l'atelier de l'artisan, quoi. Alors, pour comprendre l'écrivain, il faut commencer par l'enfant. Et cette bulle-là, elle ne s'est pas arrêtée au plaid. Non, il y a aussi l'histoire des œufs. L'histoire des œufs est complètement folle. Un matin, lui fait un œuf au plat, il adore, il en redemande. Et elle le met au défi. D'en manger un deuxième, puis un troisième. Jusqu'à 7. 7 œufs. Pour un gamin de 4 ans, le résultat est inévitable. Il vomit partout. Et la réaction de Yula est glaçante. Elle se met à rire aux éclats, le gifle, et en guise de punition, Elle l'enferme dans un placard. Oui. Il finit par vomir à nouveau sur les chaussures de sa mère, ce qui, heureusement, a mis fin à la carrière de la babysitter. ce qui me frappe, c'est qu'il ne raconte pas ça comme un pur traumatisme. Il y a une sorte de distance, presque de l'humour noir. C'est déjà la signature King. Tout à fait. Et on retrouve la même chose quand il parle de ses problèmes de santé. Il a passé quasiment 1 an cloué au lit, entre la rougeole et des pharyngites à répétition. Des pharyngites streptococciques, oui. Et il décrit les visites chez le médecin des oreilles. Ça donne des frissons. La fameuse grande aiguille. Oui, la grande aiguille que le médecin a utilisée pour lui percer les tympans et soulager la pression. Il se souvient de l'odeur d'alcool qu'il associe encore aujourd'hui à une terreur pure. Mais cette immobilité forcée, cette douleur, c'est devenu un catalyseur créatif. Exactement. C'est là qu'il est devenu un lecteur compulsif. Il dévorait tout ce qui lui tombait sous la main. Des comics, Jack London, Et c'est la lecture qui l'a mené à l'écriture. Il a commencé par recopier mot pour mot des BD, juste pour le plaisir de voir les mots apparaître sur la page. puis il a écrit ses propres histoires. Une série sur un personnage nommé Mr. Rabbit Trick. Et c'est là que sa mère entre en scène. Son rôle est... Fondamental. C'est un moment clé. Racontez-nous. Quand il lui montre ses 4 premières histoires, elle les lit attentivement. Puis, elle lui dit ceci. Je pense qu'elles sont assez bonnes pour être publiées. Et là, elle lui donne 25 cents pour chacune. Il vient de gagner son premier dollar en tant qu'écrivain. C'est ça, ce n'est pas juste un encouragement, c'est une transaction. Elle a traité son travail non pas comme un passe-temps d'enfant, mais comme quelque chose qui a de la valeur. C'est une validation professionnelle avant l'heure. Absolument. Un geste d'une intelligence incroyable. Elle lui a donné la permission de se prendre au sérieux. Et il n'était pas le seul inventeur dans la famille. Son frère aîné, Dave, était un peu le géo-trouve-tout du coin. Ah oui, l'anecdote du super-duper électromagnéte. C'est génial. L'ambition était là. La science un peu moins, disons. Une première version avec une pile ne donne rien de concluant. Alors Dave, pas du genre à abandonner, décide de passer à la vitesse supérieure. Il relie sa création directement à une prise de courant. Et bien sûr, il envoie son petit frère Stephen, le pilote d'essai, faire le branchement. On imagine la scène. Le résultat est pyrotechnique, Pas d'électroaimant, mais une gerbe d'étincelles bleues, une détonation. et une panne de courant généralisée. Les plombs de l'appart, de l'immeuble et même du transformateur de la rue ont sauté. La police a dû intervenir. C'est une parfaite parabole kingsienne avant l'heure, non? Complètement.
L'ambition un peu folle, la technologie qui déraille et conséquences imprévues et spectaculaires, toutes ces anecdotes, ce ne sont pas juste des souvenirs, c'est le terreau. C'est la boue dans laquelle il va puiser toute sa vie. Justement, avoir ce terreau, c'est une chose, mais comment est-ce qu'on passe de ces expériences brutes à un véritable métier? Comment a-t-il appris à façonner cette matière? Par le travail et l'obstination. Dès l'adolescence, il se met à envoyer des nouvelles à des magazines. Et il commence sa collection. De lettres de refus? Exactement, il en reçoit tellement qu'il décide de les matérialiser. Il plante un gros clou dans le mur de sa chambre et il y empale chaque lettre, l'une après l'autre. C'est une image tellement puissante. Ce n'est pas un cimetière de ses échecs, c'est un trophée de sa persévérance. C'est tout à fait ça. Il raconte qu'à 14 ans, le clou était tellement chargé de lettres qu'il est tombé du mur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a remplacé par une pointe de charpentier, beaucoup plus solide. Il ne se décourageait pas, il améliorait son système de stockage des refus. C'est la mentalité de l'artisan, pas de l'artiste maudit. Chaque refus est une preuve qu'il a produit quelque chose. Et cette ténacité finit par payer. Il trouve un petit boulot de rédacteur sportif dans un journal local, le Weekly Enterprise. Et là, il tombe sur son premier mentor. John Gould, le rédacteur en chef. Oui, et c'est là qu'il reçoit 2 conseils qui vont structurer toute sa méthode de travail. Gould corrige un de ses premiers articles en barrant des passages entiers au crayon gras. Et il lui dit, quand on écrit, on se raconte l'histoire. Quand on se relit, le gros du travail consiste à enlever tout ce qui ne fait pas partie de l'histoire. Un principe d'efficacité redoutable. C'est la fameuse idée de tuer ses chéris, d'élaguer sans pitié. Et le deuxième conseil? Le deuxième est encore plus profond, c'est presque une philosophie. Écrivez la porte fermée, corrigez la porte ouverte. Ça sonne bien. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? La première phase, porte fermée, c'est le moment de la création pure, un peu chaotique, où on ne doit de compte à personne. Exactement. Le premier jet, c'est pour soi. On ferme la porte au monde, on oublie le futur lecteur, l'éditeur, la critique. On se lâche, quoi. On se lâche, on écrit vite, sans se censurer, on laisse l'histoire sortir, c'est un acte intime. Ensuite, et seulement ensuite, on ouvre la porte. On prend du recul et on y revient avec un regard neuf, celui du lecteur. C'est là qu'on corrige, qu'on clarifie, qu'on pense à l'impact sur les autres. C'est une discipline en 2 temps qui démystifie complètement l'écriture. C'est un processus, pas un éclair de génie. Et déjà à l'époque, il avait ce côté un peu rebelle, non? Avec son journal satirique au lycée. Ah, The Village Vomit, une parodie du journal officiel de l'école. Il s'est bien amusé à utiliser les surnoms que les élèves donnaient aux professeurs. Forcément, ça n'a pas plu à tout le monde. Évidemment, il s'est fait convoquer et une prof en particulier, Miss Marguitan, qui l'avait affublé du sobriquet de Maggot, l'asticot, l'a pris très très mal. Il a été puni. Oui, mais il a surtout appris une notion sur le pouvoir des mots et sur le plaisir qu'il y a à flirter avec les limites. Tout ce parcours, c'est une longue préparation. Et puis vient le moment de la bascule, le moment où tout change. La naissance de Kerry. On est au début des années 70 et le contexte est à des années-lumière du succès planétaire. C'est la précarité absolue. Il est marié avec Tabitha, ils ont 2 jeunes enfants. Il gagne un salaire de misère dans une blanchisserie industrielle, un boulot qu'il déteste. Et la famille vit dans une caravane délabrée. Le téléphone est coupé, faute de pouvoir payer les factures. Il y a ce souvenir terrible où sa fille, Naomi, a une infection de l'oreille. Et ils n'ont littéralement pas l'argent pour acheter les antibiotiques. C'est la survie au jour le jour. Et c'est dans ce décor entre la fatigue et l'angoisse qu'une idée improbable commence à germer. Elle vient de la fusion de 2 éléments. D'un côté, le souvenir des douches collectives du lycée, un lieu de vulnérabilité et de cruauté maximale, Et de l'autre, un article qu'il a lu sur la télékinésie. ce pouvoir de déplacer les objets par la pensée qui se manifesterait surtout chez les adolescentes. Il se lance. Il écrit les 3 premières pages. La scène culte où Carrie White, martyrisée, a ses premières règles sous la douche. Elle croit qu'elle est en train de mourir et elle se fait humilier par ses camarades. Sauf que il déteste ce qu'il a écrit. Il trouve ça mauvais. Il trouve ça mauvais, il ne comprend pas son personnage, il est mal à l'aise avec cette perspective féminine. Dégoûté, il froisse les 3 pages et les balance à la poubelle. Et là, c'est le tournant du destin. Oui, sa femme, Tabitha, en vidant la corbeille, tombe sur les boulettes de papier. Par curiosité, elle les déplie, les lisse et les lit. Et son verdict est immédiat. Tu tiens quelque chose, il faut que tu continues. C'est incroyable. Elle va plus loin, elle lui propose de l'aider, de lui donner des clés sur ce que c'est que d'être une fille, sur les dynamiques dans un vestiaire féminin.
C'est l'intervention de ce qu'il appelle son lecteur idéal, la seule personne dont la vie compte vraiment. Exactement. Sans elle, Carrie aurait fini incinérée avec les autres déchets. C'est vertigineux d'y penser. Encouragé, il finit le roman, l'envoie à un éditeur doublé, et la vie continue. Jusqu'au jour où, Jusqu'au jour où, alors qu'il est devenu prof d'anglais, il reçoit un appel de Tabitha. Elle lui lit en télégramme. Le livre est accepté. avec une avance de 2 500 $. Pour eux, à ce moment-là, c'est une fortune. Ils peuvent enfin acheter une voiture qui roule et déménager de la caravane. C'est déjà une victoire immense. Mais l'histoire n'est pas finie. Non. Quelques mois plus tard, le jour de la fête des mères, le téléphone sonne. C'est son éditeur. Et il lui annonce Il lui annonce que les droits de l'édition en livre de poche viennent d'être vendus à Signet Books pour combien? pour 400 000 dollars. 400 000. King est incapable de réagir. Il raconte qu'il a senti ses jambes devenir du coton. Il s'est affaissé contre le chambranle de la porte sans pouvoir dire un mot. Il a dû croire à une erreur. Il a cru avoir mal compris, oui. Il a demandé à l'éditeur de répéter, pensant que c'était 40 000. L'éditeur a confirmé 400 000. La moitié pour toi. Félicitations, Steve. Sa vie venait de basculer. De manière irréversible. C'est une scène de film. Le passage de l'angoisse de ne pas pouvoir payer des médicaments à une somme pareille, c'est la validation ultime de toutes ces années de refus sur ce clou. Et c'est ce qui lui a permis d'arrêter d'enseigner et de se consacrer entièrement à l'écriture. L'artisan a pu ouvrir son atelier à plein temps. D'accord. Maintenant qu'on a vu le parcours, plongeons dans sa philosophie de l'écriture. Dans son livre, il utilise cette image d'une boîte à outils. Quelle est l'idée la plus importante qu'on y trouve? L'idée la plus fondamentale et la plus surprenante, c'est sa métaphore centrale. Les histoires ne sont pas créées, elles sont trouvées. Trouver. Comment ça? Pour lui, ce sont des fossiles, des reliques d'un monde préexistant qui sont enfouis sous terre. Donc le travail de l'écrivain, ce n'est pas celui d'un dieu qui crée un monde à partir de rien. Pas du tout. C'est le travail d'un archéologue. Le roman est déjà là sous la surface. Le job de l'écrivain, c'est de le déterrer avec le plus de soin possible. Et les outils de sa boîte? Le vocabulaire, la grammaire, le style, ce sont les brosses et les truelles de l'archéologue. Il faut y aller doucement pour ne pas abîmer le fossile, pour le sortir du sol le plus intact possible. C'est une vision qui change tout. Et ça explique pourquoi il se méfie autant de l'intrigue, du plot préétabli. Exactement. Pour lui, construire une intrigue à l'avance, c'est comme venir sur le site de fouille avec un marteau-piqueur. On risque de tout casser. Il préfère partir de quoi alors? D'une situation, une simple question. Et si jamais Et si jamais? Donnez-nous un exemple. Et si jamais une mère et son fils se retrouvaient coincés dans leur voiture, en panne, face à un énorme Saint-Bernard devenu enragé? Ça, c'est Cujo. Ou et si jamais des vampires s'installaient dans une petite ville paumée du Maine? Voilà, ça c'est Salem. La situation est l'étincelle. Ensuite, il met ses personnages dedans et il observe comment ils réagissent. Il les laisse faire le travail, en quelque sorte? C'est ça, il laisse les personnages, avec leur propre logique, déterrer l'histoire pour lui. Et au cœur de ça, il y a un principe non négociable, l'honnêteté. L'honnêteté envers ses personnages. Oui, il faut être brutalement honnête avec eux. Les laisser dire et faire ce qu'ils diraient et feraient dans la vraie vie, même si c'est vulgaire ou choquant. Et cette rigueur, on la retrouve aussi dans sa méthode de réécriture. Il a une formule presque mathématique pour ça. Oui, V2 égale V1 10%. La deuxième version d'un manuscrit doit être 10% plus courte que la première. C'est l'application directe et chiffrée du conseil de John Gould. C'est un travail d'élagage systématique. On enlève les longueurs, les adverbes inutiles. C'est du pur artisanat. On ne peut pas évoquer sa carrière sans parler de la période sombre de l'addiction. Il a lutté pendant des années contre l'alcoolisme, la dépendance à la cocaïne. Il admet lui-même ne plus avoir aucun souvenir de l'écriture de certains de ses livres, comme Cujo, c'est dire. Et même cette expérience dévastatrice, il a réussi à la transformer en matière littéraire. Oui, il explique que son roman Les Tommyknockers est la meilleure métaphore de l'addiction qu'il ait jamais écrite. C'est l'histoire de cette ville qui découvre un vaisseau extraterrestre. Exactement. Et ce vaisseau leur donne une intelligence surhumaine. Mais en échange, il les vide de leur humanité, leur ronge les dents. Il les transforme. C'est une description terrifiante de la promesse mensongère de la drogue. Un gain d'énergie apparent contre la perte de son âme. Voilà. Si on fait la synthèse de tout ça, on a un parcours incroyable. L'enfant marqué par la douleur et la bizarrerie devient un artisan ultra discipliné, qui transforme cette moue originelle en or. Et pour lui, écrire, ce n'est pas attendre l'inspiration divine.
C'est se lever tous les jours, aller à son bureau, fermer la porte et atteindre son quota de mots. C'est un métier? C'est un métier, avec des outils, des techniques et une éthique de travail. C'est le passage de l'expérience subie à la création maîtrisée. C'est peut-être ça sa leçon la plus puissante. Pour finir, il y a une dernière idée dans son livre. Une pensée presque vertigineuse sur la nature même de l'écriture. Ah oui, l'idée de la télépathie. Il suggère que, à son niveau le plus pur, c'est une forme de télépathie. C'est un concept fascinant. Il ne parle pas de simple communication, c'est plus direct, plus magique que ça. Il propose une petite expérience de pensée pour nous le faire comprendre. Voilà l'expérience, je la cite presque. Imaginez. Sur une table recouverte d'un tapis rouge, il y a une cage. Dans la cage, il y a un lapin blanc avec un nez rose qui frétille, et sur le dos de ce lapin, écrit à l'encre bleue, il y a le chiffre 8. Ce que King soutient, c'est que la personne qui lit ou entend ces mots ne voit pas juste une description. Dans son esprit, une image s'est formée. La table, la cage, le lapin. Et surtout, le chiffre 8, pas un 3, pas un 7, un 8 bleu. Une image précise a été transférée de son esprit à celui du lecteur, à travers les pages d'un livre, à travers le temps et l'espace. Il n'y a pas d'autre mot pour ça qu'une rencontre des esprits. C'est ça. On va laisser notre auditeur avec cette question. Et si lire un livre ou écrire une histoire était bien plus qu'une simple distraction? Si c'était, comme le suggère King, un acte de magie bien réel? Une connexion mentale directe entre deux consciences qui, sans cela, ne seraient jamais rencontrées.